Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On va commencer avec notre rendez-vous mensuel autour des mots de la com, un vocabulaire parfois un peu compliqué qui nous sera décrypté comme chaque mois par Charlotte Fessou, directrice générale adjointe de l'agence W. On passera ensuite un long moment avec Marion Darietor, fondatrice de l'agence Elan, aujourd'hui CEO du cabinet de conseil The Arcane, présidente également du think tank Entreprise et Progrès, qui nous fait part de ses réflexions, de ses échecs, de ses errements en matière de leadership et de ce qu'elle qualifie aujourd'hui de leadership pop. C'est un livre qu'elle sort aux éditions de l'Aube, Le temps des leaders pop. On essaiera de comprendre tout ce qui se cache derrière ce concept et ce que ça implique aussi en termes de management et de gouvernance. On sera avec le cofondateur de MyCréo Compagnie également, association qui aide les entrepreneurs à se développer, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville. Et puis on terminera avec cette actualité que vous avez sans doute vu passer et qui va se concrétiser dans les prochains mois, le mariage entre Thalys et Eurostar. Qu'est-ce que ça signifie concrètement au-delà de l'annonce comme ça d'une nouvelle marque Eurostar? On en parlera dans quelques instants. C'est Bismart l'émission. C'est parti. Et comme chaque mois, j'ai le plaisir de retrouver Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour Aurélie. Directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing de l'agence W. Et chaque mois, donc, vous décryptez pour nous les mots de la com. Alors Charlotte, le mois dernier, on avait parlé de storytelling. Et ce mois-ci, j'ai comme l'impression que vous avez choisi un nouveau mot anglo-saxon. Exactement. On a choisi le mot branding aujourd'hui, qui, comme le storytelling, est très utilisé dans nos métiers et finalement parfois peu utilisé dans le vrai sens qu'il doit avoir. En effet, on confond souvent branding, design, marketing. C'est des concepts qui sont très liés, mais qui finalement qui sont assez différents. Et c'est assez normal. Le branding, c'est beaucoup de concepts très stratégiques pour les entreprises. Donc, je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça. Ouais, est-ce qu'on peut peut-être commencer par les origines, savoir un peu d'où ça vient? Oui, avec plaisir. On va faire un petit peu d'étymologie comme dans un vrai dictionnaire. Ouais. Quand on regarde l'étymologie du mot brand, cela vient du bas francique, qui est donc un dialecte germanique. Tiens donc. Qui veut dire lame ou épée. Intéressant, les premières traces de ce mot en français se retrouvent dans le mot brandir, c'est-à-dire agiter son drapeau pour se faire remarquer. Ah, mais je savais pas du tout que c'était la même racine. Eh bien si, c'est la même racine. Et en anglais, le terme désigne la marque faite sur un animal pour identifier son propriétaire. Alors bon, c'est un petit peu étonnant tout ça, mais finalement pas tant que ça, puisque la vraie mission du branding, c'est d'identifier une entreprise et ses valeurs, donc de la défendre d'une certaine manière contre ses concurrents. D'accord. Mais du coup, quelle est la différence avec le design, Charlotte? Alors, effectivement, branding et design sont souvent confondus, ou en tout cas font partie du même concept. Le branding, c'est le processus global de création d'une identité et d'une personnalité unique pour une entreprise, un produit ou un service, alors que le design, finalement, c'est plutôt l'art et la science, on dirait même, de créer des images, un environnement pour communiquer une idée. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. En d'autres termes, finalement, le branding, c'est un processus plus large, stratégique, d'identité de marque, alors que le design n'est qu'une partie du branding. D'accord, donc c'est l'expression de la stratégie de la marque, c'est ça qu'on peut, on peut le résumer comme ça? On peut dire ça. Le design, c'est l'incarnation en signes, mais aussi en mots du branding. Est-ce que le branding, du coup, c'est un peu comme le marketing ou pas? Alors oui, mais pas tout à fait. Le branding et le marketing sont aussi extrêmement liés, mais ça reste différent. Le marketing, si on regarde la définition, si on lit la définition, c'est l'ensemble des activités qui visent à promouvoir et à vendre des produits et des services. Donc on fait des études de marché, de la publicité, des relations publiques, du marketing numérique. Alors que le branding et le marketing sont évidemment hyper liés pour créer le succès d'une entreprise, mais le branding finalement, on va dire que c'est plutôt l'élément fondamental pour construire une image de marque solide, tandis que le marketing, on va dire que c'est plutôt une action pour générer des ventes et atteindre un objectif commercial. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. On pourrait dire le branding, c'est le temps long, le marketing, c'est le temps court, ou le branding, c'est le socle de l'image d'une entreprise, alors que le marketing, finalement, il vient activer cette image dans un optique plutôt commerciale. D'accord, donc si je comprends bien, c'est forcément central dans le business model d'une entreprise. Évidemment, il vous en parlait tous les jours sur votre plateau. Le branding, c'est au cœur de la stratégie des entreprises et non pas une résultante, comme on peut parfois le penser. Le branding, c'est le meilleur levier de confiance, c'est le meilleur levier aussi pour stimuler les ventes. Ce qui est intéressant, c'est que le branding, c'est aussi le meilleur levier pour finalement générer un premium de prix pour pouvoir finalement légitimer une valeur pour un produit ou un service.
Et un point aussi qui est important dans le branding, contrairement peut-être au marketing ou au design, c'est que le branding, c'est aussi un magnifique asset de communication interne. On se sert beaucoup du branding pour créer une dynamique d'entreprise, pour favoriser l'énergie des collaborateurs, mais aussi pour travailler la marque employeur, qui est un sujet dont vous parlez tous les jours et qui est extrêmement central dans les entreprises aujourd'hui. D'accord. Mais cela dit, vous nous avez parlé, Charlotte, du rapport entre le branding et le design, le branding et le marketing. Oui. Mais il y a un autre mot, moi, que j'entends souvent corrélé au branding, qui est l'expérience utilisateur, l'UX. L'UX. Il y a un lien là aussi. Évidemment, il y a un lien. Donc, l'UX, définition, la user experience, l'expérience utilisateur. De plus en plus, le branding est mixé aussi avec l'UX. Pourquoi ? Parce que l'interaction aussi avec les différents publics est essentielle. Mais ça, je vous propose d'en parler peut-être le mois prochain. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Charlotte Fessou, directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing de l'agence W. Merci. Et je vous propose maintenant de parler de leadership avec Marion Darrietor. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice de l'agence Elan, rachetée par Edelman. Aujourd'hui, vous êtes CEO du cabinet de conseil The Arcane. Vous êtes en même temps présidente du think tank Entreprise et Progrès. Et vous publiez cet ouvrage qui s'appelle Le temps des leaders pop. C'est aux éditions de l'Aube. Alors avant qu'on revienne sur ce que c'est qu'un leader pop, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le début du livre. Où vous racontez en fait que vous vous êtes plié à un certain nombre de codes de l'entrepreneuriat et de la réussite, quitte à en fait tomber dans un certain nombre de stéréotypes, on va dire ça comme ça, jusqu'à vous perdre vous-même. Et ma première question, c'est en même temps, si vous ne vous étiez pas plié à tout ça, est-ce que vous en seriez arrivé là où vous en êtes arrivé ? C'est une super question et la réponse est non. Et il a fallu effectivement que je m'égare, enfin, à la fois que j'expérimente un système qui n'était pas totalement fait pour moi, que je m'égare et que je me questionne pour en arriver vraiment à savoir ce que je voulais vraiment. Voilà. Donc effectivement, c'est ce que je décris dans l'introduction du livre. Le leadership, en fait, c'est quelque chose qui est assez normé, qui est assez codé. On devient leader, on est mis en situation de responsabilité, mais en fait, on ne nous donne pas toujours le mode d'emploi qui va avec. Et on apprend un mode d'emploi qui est théorique, mais qui nous correspond pas forcément. Or, derrière des leaders, il y a un homme, il y a une femme qui a sa personnalité, qui a ses valeurs, qui a son logiciel. Et parfois, on plug des attitudes, des comportements qui ne nous vont pas toujours. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que quand je suis devenue manager et que j'ai été mise en responsabilité, j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait être leader, en tout cas par rapport à ce que j'avais lu, regardé autour de moi. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce qui me correspondait. Non, mais ça va très très loin, parce que je me suis même demandé si vous n'exagériez pas, parce que vous racontez que vous étiez obligé d'attacher vos cheveux. Oui, effectivement, il y a un de mes patrons qui m'avait fait cette remarque. Vous voyez, j'ai les cheveux plutôt frisés qui prennent de la place et qui m'avait dit tu vas quand même pas aller comme ça en réunion, ça fait un peu souillon. Et donc c'est ça, parce que aussi parfois dans certains secteurs les codes, ce sont aussi des codes physiques, parce que tout est normé, certains secteurs sont normés et le cheveu frisé dans certains secteurs marche moins bien que le brushing. Oui, mais quand même, je me dis, c'est le secteur de la communication, la créativité, la liberté de ton, et en fait non. En fait, non pour certaines personnes, mais en fait, oui pour moi. Mais en fait, parfois, on pense, dans le métier du conseil et du consulting, qui est mon métier, que parfois, pour être accepté, il faut se conformer à l'univers de notre client. Donc, si, par exemple, je vais dans la banque, peut-être que je serai en costume et surtout pas en blouson en cuir. C'est une espèce c'est peut-être des idées reçues, mais c'est l'expérience que j'ai eu à en faire. Je peux comprendre aussi d'une certaine façon que pour se faire accepter chez un client, il puisse Faut lui ressembler un peu. Leur ressembler peut-être un peu. Pour autant, avec le temps, j'ai appris qu'un client, il n'a pas forcément besoin qu'on lui ressemble, parce que le conseil, on nous achète aussi notre métier de consultant pour le regard extérieur qu'on apporte, pour la personnalité différente que l'on est. Et donc, en fait, finalement, il faut apprendre aussi dans le conseil à être soi-même, parce que c'est ça peut-être que le client attend, tout en étant dans l'empathie, la compréhension de l'univers de nos clients. Et donc, voilà. Donc, c'est un juste équilibre à trouver, je dirais. Donc, c'est à peu près au moment du Covid où vous estimez que voilà, vous êtes un peu perdu vous-même. Et donc, vous allez faire un séjour
dans un ashram en Inde. Alors là, quand je lis ça, moi, je me dis, oh là là, elle va partir dans un truc très mystique et ça va pas du tout me convenir, ce livre. Mais en fait, pas du tout. Vous expliquez juste que c'est le moyen que vous avez trouvé pour faire le point sur vous-même, sur ce que vous vouliez faire et sur la façon dont vous voulez fonctionner. C'est ça, en fait. Oui, c'est marrant que vous ayez été étonnée par l'anecdote parce que moi-même, j'ai eu du mal à la raconter. C'est mon éditeur, que je remercie d'ailleurs, Jérémy Pelletier, aux éditions de l'Aube, qui m'a poussée à faire un témoignage un peu plus personnel dans l'introduction pour raconter mes errements, mes tâtonnements et mes erreurs. Pourquoi ? Parce que le leadership, c'est super dur. On ne va pas se mentir. C'est vachement bien d'être leader, c'est vachement bien d'être manager et en responsabilité, mais ce sont quand même, il y a quand même certaines difficultés. Et donc, la raison pour laquelle j'ai expliqué le passage en Inde, c'est que à un moment donné de ma carrière, j'exerçais une forme de leadership, un style de leadership, pensant, comme je vous l'avais dit, qu'il fallait correspondre à certains standards et certaines normes et certains codes. Et puis, je me suis perdue dans ce style de leadership parce qu'en fait, c'était pas moi et j'étais pas heureuse. Et j'avais le sentiment, en plus, que j'étais non performante, inefficace. C'est-à-dire que quand j'essayais d'embarquer les équipes avec un style de leadership très descendant, très autoritaire, que je pensais devoir appliquer, je me rends compte que ça ne faisait pas, il n'y avait aucun impact sur les équipes. Et donc, j'ai décidé de partir en Inde pour faire le point sur moi-même, sur qui je suis, me réaligner. Donc, c'est passé effectivement par quelques mois dans un ashram, où globalement, il y a un tel dépouillement que vous êtes obligé de revenir sur qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Et c'est finalement, dans l'observation de la vie du ashram et dans les rencontres avec le guide spirituel qui gère le ashram, que j'ai peu à peu construit le leader que j'avais envie d'être. L'inspiration de ce guide, c'était de voir que finalement, il était là. Il gérait un ashram de 300 personnes, mais il n'imposait rien. Il guidait, il animait, il embarquait, mais jamais il ne donnait d'ordre ou il imposait des choses. Alors, et chacun était autonomisé. Personne n'était infantilisé. Et donc, je me suis dit, c'est plutôt cette idée d'être une forme de meneur de jeu, d'être en altérité, que j'ai envie d'être. Et c'est de ça qu'est devenu le pop leadership. Mais bon, c'est tout un parcours, c'est 5 ans de réflexion et de chemin personnel. Du coup, à votre retour d'Inde, vous essayez de mettre en place ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Et là aussi, pas facile, hein ? Oui, pas facile. Parce que quand je reviens d'Inde, je me dis, bon, bah, en gros, on va faire un ashram entreprise. Peut-être un peu, vous voyez, encore dans les vapeurs du Gange et tout. Et je me suis dit, bah, c'est génial, en fait. On va faire la même chose. Sauf qu'une entreprise n'est pas un ashram. Ça marche pas. Et donc, je suis allée voir les thèses d'Isaac Getz. Du coup, je me suis beaucoup inspirée de ses travaux. Et donc, j'ai complètement libéré l'entreprise, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de cadres, il n'y a pas d'autorité. On attend que chacun soit responsable de ses tâches, se fixe ses propres objectifs. En gros, c'est ça l'entreprise libérée. Et bien, ça n'a pas marché. En fait, ça n'a pas marché, en tout cas, comme je le voulais. Ça a été une très belle expérimentation et il en est sorti des super choses, notamment l'émergence de personnalités incroyables qui ont affirmé une forme de leadership. Mais ce qui ne marche pas, c'est que dans l'entreprise, quand même, il faut un cadre. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise, il faut un patron, il faut un cadre. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas une entreprise libérée, il faut une entreprise libératoire. C'est-à-dire, je suis la patronne, à moi de fixer le cadre. Et dans ce cadre-là, chacun peut être libre d'agir comme il le souhaite. Donc, voilà, je suis allée un peu loin dans l'expérimentation, mais en même temps, ça fait partie du chemin du leader. On ne fait pas tout bien. Parfois, on essaye des trucs, on se plante, on apprend. Et puis, peu à peu, j'ai essayé de remettre un équilibre. Et aujourd'hui, je crois plutôt à des modèles qui sont fondés sur la confiance, a priori, avec un exercice du contrôle pas trop fort et une vraie responsabilisation des gens. Alors, ça m'intéresse ce que vous venez de dire. À l'instant, là, vous avez dit, c'est basé sur la confiance a priori. Et c'est vrai qu'on dit toujours, la confiance, ça se gagne, ça ne se décrète pas. Et donc, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on essaye d'un peu d'inverser ce truc-là en disant non, la confiance, ça se décrète. Et puis, si après, il y a un problème, voilà. C'est votre façon de fonctionner aujourd'hui. C'est plutôt ma façon de faire. En fait, je trouve que ça met une pression de dire la confiance, ça se gagne. Enfin, voilà. Donc,
pourquoi, si on se choisit comme collaborateur et entreprise, pourquoi je veux dire la confiance, ça se gagne? Non, on se choisit comme collaborateur et chef. Et d'emblée, je donne ma confiance. Et après, charge à chacun, et parce que c'est un contrat, ça va dans les deux sens, d'avoir des points de contrôle, des points de passage, des points de débrief pour être certain que cette confiance, on la mérite mutuellement. Le deuxième point que vous avez mentionné, c'est la responsabilisation de chacun. Est-ce que chaque collaborateur, est-ce que chaque individu dans une entreprise est capable d'assumer cette responsabilité, entre guillemets, un peu seul, cette autonomie que ça nécessite? Ou est-ce qu'il y a des caractères qui peuvent tout simplement pas fonctionner de cette façon-là? C'est un très bon point. En fait, tout le monde... Dans l'entreprise, les collaborateurs sont avant tout des individus, des hommes et des femmes. Et ils arrivent dans l'entreprise avec leur personnalité. Et effectivement, la responsabilisation ne convient pas à tout le monde. Moi, j'ai le sentiment que la responsabilisation est importante pour tout le monde parce que ça veut dire que je vous fais confiance et qu'on va faire un truc sympa ensemble. Mais du coup, il y a une nécessaire adaptation du niveau de responsabilisation et de l'accompagnement. Il y a des gens, en fait, il faut les lâcher dans le grand bain pour que finalement ils apprennent à nager. Il y en a d'autres, il faut leur tenir la main dans le petit bain, mais à un moment donné, ils vont révéler leur talent. Et donc, si la responsabilisation, c'est peut-être un mot d'ordre, en revanche, la façon de le faire doit être adaptée à la singularité de chacun. Quel bénéfice vous pensez que ça a pour les collaborateurs, ce mode de fonctionnement-là? J'ai l'impression que ça leur donne plus de sens, en fait, c'est-à-dire qu'ils se sentent plus utiles. Ils ont l'impression de donner vraiment leur contribution, leur marque de fabrique, leur singularité. D'exprimer leur personnalité, leur talent, tout en se conformant à un collectif, parce qu'il y a dans une entreprise des règles de collectif. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que, moi, ce qui m'hallucine quand ce type de situation arrive, c'est de voir à quel point certains sont capables de libérer leur talent et de devenir des gens incroyables, de grandir, d'avoir un chemin, une trajectoire puissante dans ma bouche, c'est dans l'exercice d'un leadership et de faire quelque chose de leur vie professionnelle. Voilà, donc j'ai plutôt l'impression que c'est assez libératoire du talent de chacun. On a parlé de votre expérimentation de l'entreprise libérée que vous avez poussée à son paroxysme, on va dire ça comme ça. Et vous avez aussi expérimenté l'accompagnement par un coach. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la solitude du dirigeant. J'imagine que c'est pour ça que vous avez fait appel à un coach. Et là aussi, pas forcément le succès au bout. Oui. En fait, moi, j'ai toujours été très branchée sur le développement personnel parce que c'est vrai qu'en tant que dirigeante, je trouve ça dur. Vous avez parlé de solitude, puis il y a des doutes, il y a tout ça. Donc, moi, j'ai l'habitude de me faire coacher, pas tout le temps, mais en fonction des étapes professionnelles de ma carrière. Et puis, comme je trouve ça vachement bien et constructif, j'ai eu tendance à me dire, c'est super. Je vais le rendre accessible à tout le monde. Et effectivement, dans l'entreprise que je dirigeais, chacun pouvait avoir accès à un coach en individuel. Et puis, j'ai fait intervenir des coachs en collectif également. L'enseignement, c'est que en fait, tout le monde n'est pas prêt au même moment à travailler avec un coach pour faire un peu un travail d'introspection. On ne peut pas l'imposer. En fait, il faut que ça soit une démarche très volontaire. Et plus la personne est volontaire, plus elle est actrice de son propre changement. Donc, effectivement, l'erreur, ça a été de me dire que ce qui marchait pour moi allait forcément marcher pour tout le monde et que ce dont j'avais envie, tout le monde allait en avoir envie. Et j'ai un peu trop laissé le coaching s'infiltrer dans l'entreprise sans mettre les cadres de sécurité auxquels chacun a droit. Et c'est en faisant toutes ces expérimentations que vous arrivez finalement à définir un peu le leadership que vous voulez mener aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui donne les leaders pop. Comment vous définiriez ce concept, Marion ? Alors, le pop leadership, pop, c'est populaire, ouvert et politique. Donc, j'ai joué sur ces mots-là. Et j'ai trouvé mon inspiration auprès de la pop art et de la pop culture. Parce qu'en fait, la pop culture, c'est quoi ? C'est un courant artistique qui a trouvé son inspiration dans la société, notamment la société de consommation, puisqu'on se souvient des soupes Campbell, d'Andy Warhol et tout ça. Ouais. Et ben pour moi, le pop leadership, c'est pareil. C'est un leadership qui trouve son inspiration dans la société, dans les grands mouvements de société, dans la connexion la plus forte aux individus, aux citoyens,
pour nourrir le leader et l'aider à être plus performant. Donc, l'inspiration, moi, je l'assume, elle vient du pop art et de la pop culture. Donc, qu'est-ce que c'est un pop leader ? C'est un leader qui est à hauteur de société, hauteur d'hommes et hauteur de femmes, on va dire. Donc, je suis à hauteur de société, je ne suis pas en surplomb. Et je suis capable de me connecter à toutes les mutations sociétales, tous les courants de société, pour faire en sorte de diriger mon entreprise, mon parti politique, mon courant religieux, ou presque ma bande de potes, pour faire en sorte de le faire en totale empathie sociétale, si je puis dire. Voilà. Donc, tout en mettant un cadre. Voilà. Donc, le P de populaire, c'est cette capacité à se connecter à ce qui est populaire, donc la société. Le O, c'est l'ouverture. Si je veux le faire, il faut que je puisse m'ouvrir à l'autre, mais aussi m'ouvrir à moi-même. Donc, ça demande un peu un boulot d'introspection. Et puis, le P de politique, c'est pour dire que les leaders d'aujourd'hui sont souvent et doivent être des leaders engagés. Pas forcément d'avoir un combat politique, mais en tout cas un combat personnel, une cause qui vous tient à cœur, parce que je trouve que ce qui transcende le leadership, finalement, c'est l'engagement qu'on a pour quelque chose. C'est l'engagement du leader ou c'est l'engagement de l'entreprise et je veux ramener ça en tirant le fil à la raison d'être, l'entreprise à mission. C'est d'abord l'engagement du leader. C'est-à-dire que, en fait, je ne crois pas à une entreprise qui va se doter d'une raison d'être, puisque ça a été quand même... c'est à la mode, si je puis dire. On peut avoir une entreprise qui se dote d'une raison d'être, mais si le dirigeant ne donne pas le là et n'en fait pas quelque chose de personnel, en fait, ça n'infuse pas de la même façon. Ouais. Donc, effectivement, quand moi, dans mon métier de consultante, je fais des travaux sur la raison d'être, souvent, bien évidemment, c'est pour l'entreprise, parce qu'une entreprise, parfois, elle reste la même, et la raison d'être va rester la même, et puis les dirigeants vont changer. Donc, il faut qu'il y ait une part très forte de connexion à l'entreprise et à son histoire, mais le dirigeant doit absolument mettre de sa touche personnelle et que ça vibre en lui. Sinon, c'est pas authentique. Est-ce que vous avez le sentiment que ces dictates, ces codes, ils sont vraiment partout aujourd'hui dans la société, quel que soit le type d'entreprise, ou est-ce que des entreprises plus récentes, type start-up, sont moins touchées par ces choses-là et ont déjà peut-être des dirigeants qui ont ce style de leadership ? J'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose, effectivement, dans la typologie des entreprises. Les petites entreprises, elles sont effectivement très incarnées par le patron qui est très présent et tout ça. La question, c'est quand on grandit et qu'on devient scale-up et puis licorne, comment on garde cette colonne vertébrale. J'ai eu beaucoup tendance à penser que le leadership que je défends, ce pop leadership, je me suis interrogée sur est-ce que c'est une question de génération, est-ce que c'est une question de sexe. D'une part, ça n'est pas une question de sexe. Le pop leadership, il est non genré. Il y a des valeurs féminines, des valeurs masculines, qu'on soit homme ou femme, c'est un équilibre. Et puis, sur la génération, moi, j'ai la chance de croiser énormément de leaders dans mon métier chez Arcane ou dans mon think tank Entreprise et Progrès. Et en fait, je me rends compte que c'est pas une question de génération. Il y a des jeunes leaders qui sont dans un leadership très traditionnel et très conservateur, un peu old school parfois, comme moi je l'ai été, en essayant de singer ce que je voyais autour de moi. Et puis il y a des plus vieux leaders qui incarnent ce pop leadership avec cette immense modernité. Donc c'est vraiment pas une question d'âge. Je pense que c'est aussi une question de parcours personnel, de là où vous en êtes dans votre propre cheminement de leader. Par exemple, quelqu'un comme Monsieur Ribou à la tête de Danone, ça aurait pu être un leader pop. Antoine Ribou, Antoine Ribou, fondateur de Danone, est un leader pop parce que il avait un combat politique qui était l'articulation, la présence de la performance humaine aux côtés de la performance économique. J'en parle d'autant mieux qu'il a créé Entreprise et Progrès il y a 50 ans. Il y a 50 ans, arriver avec cette vision de l'entreprise où l'humain doit être au cœur, franchement, c'était très novateur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait claqué la porte du CNPF de l'époque en disant « je ne me reconnais pas là-dedans ». Et Entreprise et Progrès fait perdurer cette tradition de François Dalle de L'Oréal et d'Antoine Ribou de Danone. En termes de management, qu'est-ce que ça change ? On a beaucoup parlé évidemment de cette mise en responsabilité des équipes, mais qu'est-ce que ça change dans vos relations au quotidien avec les équipes ?
Je pense que ce que ça veut dire, c'est une posture qui s'adapte. Donc une posture d'écoute. Souvent, les leaders ont tendance à parler en premier dans une réunion. Moi, je pense qu'il faut qu'ils laissent la parole et leur rôle, c'est d'écouter puis de trancher en ayant pris les avis de tout le monde. Donc, il y a une écoute très forte, une position basse, accepter de se mettre en retrait, d'écouter pour laisser l'autre briller. Il y a une empathie. Une empathie au sens être capable de se connecter sans rentrer dans l'intime, mais vraiment à l'autre dans sa singularité, de dire je reconnais chez vous ça, ça ou ça. Donc pour moi, cette empathie, elle est importante. Donc il y a toute cette idée d'ouverture, d'empathie, de bienveillance, voilà, avec ce qui ne changera jamais dans le leadership, la capacité de driver un collectif, de faire en sorte que la performance, puisqu'on est dans une entreprise, donc la performance soit au cœur, qu'une entreprise fasse des profits, et donc à un moment donné, de donner le cap, d'arbitrer, de décider et de diriger. Voilà, donc c'est un peu un équilibre, et donc il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une attitude, il y a des situations qui impliquent différents comportements. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, le pop leadership ? C'est finalement avoir une espèce de catalogue situationnel et de se dire, là, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que leader ? Comment il faut que je me comporte ? Mais c'est jamais la même chose. Et c'est ça qui est intéressant, du coup. Mais c'est vrai que le risque, à chaque fois qu'on me parle d'écraser cette pyramide, ce qui revient un peu à ce que vous dites quand même, c'est qu'au final, on ne le voit plus, le leader. À force d'avoir quelque chose qui soit le plus linéaire possible. Alors, ça, c'est un vrai point parce qu'il y a de temps en temps des leaders qui ont cette ultra-conscience de le fait qu'ils veulent laisser les autres, laisser de la place, mais du coup, ils perdent leur place. Ils sont très humbles et finalement, ils sont trop en position basse et c'est pas ce qu'attend non plus, ce qu'attendent des collaborateurs d'une entreprise. Donc, il faut faire de la place, mais garder sa place et être capable de la reprendre, même quand on la laisse de temps en temps, de la reprendre à certains moments. Donc, vous voyez, c'est une question de variation, en fait, comme une partition de musique, où c'est jamais la même chose, parce qu'en fait, c'est de la matière humaine, et donc c'est ça qui est intéressant et riche. On a parlé du point de vue des collaborateurs, mais du point de vue de la gouvernance, vous développez le concept d'open gouvernance. C'est quoi une open gouvernance ? Une open gouvernance, c'est effectivement une gouvernance qui permet aux dirigeants de ne pas uniquement diriger, mais de gouverner. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas juste diriger avec son PNL et son business plan, mais c'est gouverner avec la société, avec un grand S. C'est une réponse, par exemple, au capitalisme des parties prenantes. On entend beaucoup parler de ça. C'est une vision très européenne du capitalisme, où, en fait, il n'y a pas que l'actionnaire, mais il y a aussi l'ensemble des parties prenantes, avec des questions, d'ailleurs, sur la hiérarchie des parties prenantes, parce que pendant longtemps, ça a été l'actionnaire, le client et le collaborateur. Maintenant, certains revoient cette pyramide de parties prenantes en disant c'est d'abord le collaborateur et l'actionnaire à la fin. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, cette gouvernance ouverte, elle laisse rentrer la société dans l'entreprise. Elle permet de comprendre toutes les interpellations sociétales, parce que quand vous regardez en ce moment, entre la guerre en Ukraine, l'avortement aux États-Unis, le droit des femmes en Iran, tous ces sujets sociétaux s'invitent dans l'entreprise. Et parfois, les dirigeants que j'accompagne nous disent, en fait, moi, j'ai appris à diriger et à faire du business, et tout d'un coup, on me demande de rendre des comptes sur plein de mutations sociétales qui sont quand même pas mon job. Je ne peux pas tout régler. Et donc, c'est difficile. Et donc, l'open gouvernance, c'est comprendre la société dans laquelle on est, ce que les parties prenantes attendent de nous, mais définir une colonne vertébrale pour dire à ces parties prenantes, on ne va pas nous tout régler entreprise parce que ça n'est pas notre rôle. En revanche, là-dessus, on va travailler ensemble, collaborer et faire progresser la société. Vous voyez quand même une frontière entre le monde politique et le monde de l'entreprise ? Oui et non, au sens où le pop leadership s'applique aux hommes politiques. Il y a des hommes et des femmes politiques qui sont très connectés à la société, très connectés à la rue, très connectés à leur base. Et puis parfois, certains hommes ou femmes politiques perdent
cette connexion. Et ça les isole. Et du coup, je pense que ce côté populaire, ouvert et politique peut s'appliquer à l'homme politique. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est que là où ça converge, c'est que le dirigeant d'entreprise, parfois, et c'est ce qu'ils me disent, ils ont l'impression qu'on attend d'eux de se comporter comme des hommes politiques. C'est ça. Parce que on leur dit, qu'est-ce que tu fais pour ci, pour ça, et en fait, eux, ils sont là pour diriger leur boîte. Et donc, c'est ça qui est difficile. Moi, je pense qu'un dirigeant d'entreprise ne doit pas être un dirigeant politique. En revanche, il peut avoir un combat politique au sens sociétal du terme. Mais chacun son job. Le sous-titre de votre livre, c'est « Changer les chefs pour changer le monde ». Marion, ça va prendre combien de temps ? Quelques décennies. Quelques décennies. On est tous conscients qu'il y a 2-3 trucs qui doivent changer dans notre monde. On a une urgence écologique, on a une urgence de fracture générationnelle et de fracture sociétale. On a la question de notre rapport au travail. Bref, tout ça, vous le savez mieux que moi. Et il faut qu'on s'attaque à ces sujets-là parce qu'il y a quand même urgence. La façon de s'y attaquer, parce qu'en fait, on lit plein de thèses sur finalement comment on invente ce nouveau monde. Moi, j'ai pas de réponse, j'ai pas les solutions, j'essaie de le faire à mon niveau. En revanche, ma conviction, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire, c'est que si on veut réussir à régler ces problèmes-là, finalement, ça passera par les leaders, ça passera par le leadership. Et ça passera par la façon dont nous, leaders, on se réinvente. Et ça, j'avais envie de le livrer parce qu'en fait, on a une responsabilité. Ce changement de paradigme et ce changement de monde, il nous oblige, nous les leaders. Mais en fait, il ne faut pas croire qu'il y a des réponses toutes faites qui ne nous impliquent pas nous-mêmes. Je pense qu'il faut aussi qu'on prenne notre part de responsabilité. Merci beaucoup Marion Darrieutor. Je rappelle que vous êtes la CEO de The Arcane, présidente du think tank Entreprise et Progrès, et que vous publiez Le Temps des leaders pop, c'est aux éditions de l'Aube. On va continuer de parler d'entrepreneuriat avec Mohamed Hadou. Bonjour. Bonjour, Aurélie. Vous êtes cofondateur de MyCréo Academy, association qui aide les entrepreneurs à se développer. Et vous existez depuis 2006. Et là, moi, je me sens très, très humble parce que je croyais que je connaissais quand même à peu près toutes les associations qui aident les entrepreneurs à se développer. Et vous, je ne vous connaissais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je vous ai loupé là ? Je pense qu'on était trop occupés sur le terrain à s'occuper de nos entrepreneurs et à innover dans ce champ-là. Ouais. Et finalement, c'est nos partenaires et nos entrepreneurs qui nous disent tous les jours « mais on ne vous connaît pas assez ». Ce serait bien que vous communiquiez et que vous parliez de ce que vous faites de si novateur dans le domaine. Et me voilà. Alors, on va revenir au début de l'histoire, parce que visiblement, je ne la connais pas. Donc, 2006, vous créez l'association. C'est quoi le point de départ ? 2006, certains d'entre vous s'en souviennent sans doute. 2005, les émeutes des banlieues. Ouais. Un cri de rage simultané à l'échelle nationale, quelque chose qu'on n'attendait pas. Ces quartiers qui se considèrent laissés pour compte de plein de sujets. Et donc nous, à cette époque-là, on sort fraîchement de l'école, on vient de créer nos entreprises, on est plutôt épanouis. On considère que malgré on a grandi dans ces quartiers, en vérité, c'est ce qui nous a apporté tous les bienfaits finalement qui font les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Néanmoins, il y en a beaucoup qui n'ont peut-être pas bénéficié du même encadrement. Et du coup, on s'est retrouvés, comme tout le monde, abasourdis par ce cri qui venait du cœur. Et cette manifestation d'abandon, finalement, de ces quartiers, ayant grandi, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas apporter, nous aussi, notre pierre à l'édifice. Et on a décidé d'utiliser le levier entrepreneurial pour apporter notre contribution. Alors, quel est le profil des entrepreneurs que vous accompagnez aujourd'hui ? Le profil des entrepreneurs qu'on accompagne, alors c'est de 20 à 35 ans, mais j'allais dire finalement c'est toutes ces personnes qui ont envie d'exprimer leur talent à travers la création de leur propre activité. Souvent, c'est leur propre emploi. Et justement, c'est l'objectif du programme qu'on a créé et qu'on a développé pendant toutes ces années, c'est de leur permettre d'exprimer ce talent, mais surtout de ne pas le freiner
et de laisser s'exprimer totalement pour casser un petit peu les plafonds de verre, soit qu'ils se sont mis à eux-mêmes ou qu'on leur a mis tout au long de leur vie. Quelle est la proportion de femmes ? 64% des femmes beaucoup. Chez nous entreprennent. Et en fait, les premières années d'existence de l'association, on a dû faire des opérations pour essayer de capter ce public, plus de femmes. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Les femmes entreprennent d'elles-mêmes. Elles sont ambitieuses. Elles ont envie de développer leur business, qu'elles soient des quartiers ou pas d'ailleurs. Ouais. Et on en est assez content. Je pense que toutes les autres structures d'accompagnement présentent les mêmes chiffres que nous. Aujourd'hui, c'est plus de 60% des femmes qui créent parce qu'elles ont envie, elles aussi, d'exprimer leur talent à travers ce champ-là. Alors, puisqu'on parle de cet accompagnement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le type d'accompagnement que vous leur fournissez à ces entrepreneurs en herbe ? Alors d'abord, peut-être rappeler que cet accompagnement, ce programme, il est fait par des entrepreneurs. Moi-même, je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise dans le champ de l'informatique et de la cybersécurité que je dirige depuis maintenant près de 17 ans. Et le fruit, non seulement d'une réflexion, mais aussi d'un vécu. Ce que l'on souhaite, en fait, finalement, c'est apporter un parcours très concret. Vous savez, la plupart des entrepreneurs vont s'atteler à créer un beau business plan. Ils vont s'atteler plus à la forme de leur entreprise plus qu'au fond. Le fond, c'est de vendre. Finalement, ce qu'on leur demande au départ, c'est d'être des bons commerciaux. C'est d'aller chercher du client. C'est de transformer leur business en chiffre d'affaires. Et dans nombreux cas, finalement, ils se perdent dans les détails. Ils se perdent dans ces business plans complexes pour essayer de faire le plus beau service, le meilleur produit, la meilleure entreprise, jolie, avec un beau pitch, etc. Et finalement, on oublie que le plus important, c'est d'avoir des clients et de générer du chiffre d'affaires. Donc, le programme, je dirais qu'en une phrase, c'est teste d'abord ton produit, vérifie s'il y a une clientèle qui est intéressée d'acheter ce produit et t'intéresse pas de savoir si ton pitch, il était sympa ou pas. Maintenant, toute cette méthode, elle tourne autour d'un triptyque de 3 éléments fondamentaux pour nous. Une entreprise, c'est d'abord des savoir-faire, des connaissances. Donc, il faut s'armer, s'outiller et il faut aller se former, tout simplement. Donc, on a créé des masterclass avec des sujets très pratico-pratiques qui les amènent à une réflexion pour pas simplement maîtriser ou la comptabilité ou la RH ou pour maîtriser des sujets financiers ou autres, mais plutôt pour savoir de quoi on parle dans ces sujets-là et tout de suite mettre en pratique ces éléments. Ensuite, qu'on vienne des quartiers ou pas, il y a un élément important, c'est quand même le réseau. Quand on monte sa boîte, on connaît personne. C'est un peu plus compliqué. C'est ça. Et l'objectif, j'allais dire aujourd'hui, c'est pas de leur prouver qu'il faut du réseau. Mais comment on utilise ce réseau ? C'est ça. Est-ce qu'on perd son temps dans tous les salons, invités par tout le monde, sur des sujets X et Y qui n'ont rien à voir avec son business ? Ou est-ce qu'on sait sélectionner son réseau, aller au bon endroit et transformer de la bonne manière ? Il y a toute une méthode finalement pour savoir tirer parti, tirer profit de ces réseaux-là. Et c'est ce qu'on leur apprend. Le troisième élément, c'est quelque chose qu'on a commencé à développer il y a maintenant 5 ans et que l'on s'attelle à améliorer d'année en année. Finalement, c'est la brique la plus importante de leur business, c'est eux-mêmes. On sait aujourd'hui que quand on est chef d'entreprise, homme ou femme, on cumule tout un tas de rôles à en devenir presque schizophrène. J'aime bien leur première phrase. Moi, je veux devenir patron pour être libre, disposer de mon temps. Si seulement. Et, comme ça, je vais pouvoir faire plein de choses, etc. Et finalement, ils se retrouvent à faire des heures, des journées de 16 heures. Et de faire 15 métiers en un. Complètement esclaves de leur activité. Ouais. Et ce qu'on veut créer, finalement, c'est des hommes et des femmes libres dans leur entreprise. C'est pour ça que le programme s'appelle « Les entrepreneurs affranchis ». Mais pour être libre dans son business, ça se prépare et il y a un certain nombre de consciences à prendre là-dedans. Alors, on a voulu développer toute une partie, c'est le troisième volet de notre accélérateur, c'est le développement personnel, mais on a choisi à l'intérieur des éléments qui leur permettent de disposer d'outils, de clés pour déverrouiller des freins, des blocages, ou tout simplement pour leur permettre de se saisir
et de certains éléments indispensables à leur développement. Par exemple, s'exprimer devant les autres, on le sait, c'est pas simple. Qu'on s'exprime devant Aurélie comme aujourd'hui ou devant un auditoire de 1000 personnes, c'est pas les mêmes techniques. On va pas mettre en avant les mêmes choses. Ouais. Tout le monde n'a pas la même aisance, n'a pas la même facilité ou l'occasion même de s'exercer. Donc du coup, on va leur apporter des experts, des coachs capables bien de leur donner des clés, des outils d'expression et de savoir finalement utiliser pas simplement leur voix, mais tout le reste. Le corps, l'espace, les silences. Mais du coup, c'est hyper complet, tout ça. Ça prend combien de temps? C'est un accompagnement? C'est une formation d'1 an. Ah oui. Et ça fait 15 ans qu'on la peaufine, qu'on l'améliore, qu'on essaye d'apporter des éléments à chaque fois nouveaux pour que ça soit très très concret. Et quand nous, on décide d'ajouter des disciplines comme l'art oratoire, la process communication... C'est quoi la process communication? Alors la process communication, figurez-vous que c'est une discipline que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui a été développée dans les années 70 pour la NASA. Et c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les entreprises, beaucoup utilisé dans le monde économique en général et dans le monde politique, mais qui est absolument peu connu dans les quartiers et par nos entrepreneurs. Moi, ce que j'ai voulu, c'est démocratiser l'approche de ce genre d'outils pour leur dire, regardez, il y a des outils très puissants utilisés par d'autres personnes. Pourquoi ne pas nous en saisir, ne pas nous les approprier et faire en sorte que ces outils-là soient des clés pour nous, pour justement nous apporter de meilleurs résultats dans notre quotidien, dans nos entreprises. La process communication, comme son nom l'indique, c'est pour mieux communiquer avec l'autre. D'accord. Pour mieux communiquer avec les autres, il faut d'abord mieux se connaître soi-même et savoir pourquoi on a telle ou telle attitude en état normal ou en état de stress. Il y a différentes composantes, je ne vais pas faire un cours sur la process communication, ouais. Mais en tous les cas, ça a permis à la NASA de mettre dans une capsule de quelques mètres carrés, de quelques mètres cubes, des personnes compatibles pour aller faire des voyages dans l'espace et pas se taper dessus... Au bout de 2 heures. Voilà, exactement. Donc, du coup, il faut... c'est un modèle qui ne dit pas ce qu'on est, parce qu'on est des êtres humains dans toute sa complexité, mais qui simplifie un certain nombre de choses qui permettent de mieux se comprendre et de mieux comprendre le comportement des autres pour mieux communiquer avec eux. Avec des outils comme cela, on ne peut que progresser finalement dans son aventure entrepreneuriale. On en est convaincu et c'est pour ça qu'on leur donne l'occasion de vivre ces moments-là. Et quand nous, on décide de le faire, on ne le fait pas dans une salle de formation à La Défense ou à Paris. On le fait en plein désert, à Zagora. On emmène une 50aine de chefs d'entreprise. On en est à notre 3e édition. Moi, je rentre du désert il y a quelques jours, là. On en est à près de 150 entrepreneurs emmenés. Mais qu'est-ce que ça change de le faire là-bas ou ici, pardon ? Eh bien, d'abord, j'ai envie de vous dire... C'est les conditions, c'est le fait d'être dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, c'est tout ça. Bien entendu. Ouais. D'ailleurs, le héros dans cette histoire, c'est le désert. Parce que finalement, vous avez cette immensité face à vous et vous êtes estomaqué rien que par toute cette beauté qui vous entoure. Mais ensuite, il y a des éléments évidents. Vous n'avez pas de pollution visuelle, auditive. Vous êtes plus focus sur vous-même parce que, justement, vous n'êtes pas stimulé par d'autres éléments que l'on connaît au quotidien. Ensuite, quand vous avez évolué, grandi dans un quartier, apporter des sujets comme les blessures, par exemple. Si vous dites à ces personnes qui ont évolué dans ces environnements, « Écoute, on va parler de tes blessures », de quoi tu me parles ? C'est toi qui es blessé. De quelle blessure tu parles ? Aborder ces sujets-là, c'est délicat. Et l'aborder dans un environnement différent dans lequel ils évoluent, c'est beaucoup plus facile de les convaincre de ces éléments-là et de leur faire prendre conscience de ces éléments-là. Aujourd'hui, nous, on a des résultats qui dépassent nos attentes, parce qu'ils sont complètement bouleversés finalement par cette expérience, par cette aventure. Ouais. Et ça leur permet de revenir et de prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises. D'avancer sur des sujets qui ne sont pas toujours liés à leur boîte, mais qui sont liés à leur vie tout simplement, mais qui les libèrent justement de tout un tas de carcans pour progresser. Vous savez, j'ai encore cette image de une des participantes qui vient me voir et qui me dit « Mais Mohamed, vous avez créé un outil génial, ça dépasse tout ce que j'avais imaginé. » Tu sais, je vais au bled là, dans les prochaines semaines et je vais pardonner à mon père. Donc moi, je ne m'attendais pas du tout. Oui, là, ça dépasse complètement. Je pensais qu'elle allait me dire je vais régler un problème lié à son business.
finalement, ça dépasse le cadre du business, mais en vérité, ce sont des éléments essentiels pour avancer dans sa vie entrepreneuriale, parce qu'on n'existe pas que dans une dimension, on n'existe pas que pour son projet entrepreneurial, on est beaucoup plus armé, beaucoup plus fort pour le faire, si tout autour, on a fait la paix, si on a fait la paix avec tout un tas de choses qui nous polluent la vie, finalement. Rapidement, pour finir, combien de personnes accompagnées jusque-là ? Plus de 2500 entrepreneurs accompagnés. Le chiffre important à retenir, c'est qu'on a près de 76% de nos entrepreneurs qui sont aujourd'hui encore debout, qui créent de l'emploi. Ah oui, c'est un très bon taux, en effet. Donc un taux de pérennité important. On a aussi un autre chiffre qui est très important pour nous, puisqu'on fonctionne en écosystème. On embarque avec nous des grands groupes comme Randstad, L'Oréal, TF1, BPI France, qui est un de nos principaux partenaires dans cette aventure, à travers le programme Entrepreneuriat pour tous. Ouais. Et donc, c'est près de 300 parrains, marraines de ces grands groupes qui accompagnent nos entrepreneurs l'espace de 6 mois pour leur donner du temps et leur partager le réseau dont on manque cruellement dans ces milieux-là. Merci beaucoup Mohamed Hadou. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de MyCréo Academy. On termine cette émission en compagnie de Mathieu Quiolet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'intégration et du développement des affaires chez Eurostar. Alors on parle avec vous de l'absorption par Eurostar de Thalys, 2 filiales internationales de la SNCF qui fusionnent, mais à la fin une seule marque qui subsiste, Eurostar. Pourquoi cette décision déjà ? De la marque, Ouais. de l'intégration elle-même. Les deux. D'abord, c'est bien un mariage, c'est-à-dire c'est bien le titre que vous avez choisi. C'est pas une absorption de Thalys par Eurostar, mais bien le mariage de 2 entreprises ferroviaires. D'abord, le but, c'est le développement. C'est en gros, on s'est fixé comme but et nos actionnaires nous ont fixé comme but de croître en gros de 60% d'ici 2030. C'est-à-dire 19 millions de passagers en 2019. 30 millions en 2030, c'est facile à retenir. Voilà. Donc ça, c'était, j'ai envie de dire, à l'origine de la décision des actionnaires de rassembler ces 2 entreprises ferroviaires pour créer un nouveau champion européen de la grande vitesse en Europe. Et ensuite est venue la décision du choix de la marque. Et donc là, on se retrouvait face à plusieurs choix, inventer une nouvelle marque, garder les 2 marques, choisir l'une des 2 marques. Et on a pris la décision de choisir l'une des 2 marques. Pourquoi ? Parce que justement, pour porter le développement, on avait besoin d'avoir une marque extrêmement connue. Or, la marque Eurostar est encore plus connue que la marque Thalys. Et elle est même connue à l'international. Elle est même plus connue, on a découvert ça quand on a fait nos études, que la marque TGV dans le monde. Eh oui, sans doute parce que l'Eurostar, c'est aussi le train à grande vitesse qui va sous la mer. Et donc, du coup, sur le marché nord-américain ou même en Asie, les clients connaissent le train Eurostar. En tout cas, certains clients le connaissent. Et donc, quand ils viennent en Europe, c'est vrai que c'est un formidable vecteur de développement de pouvoir utiliser cette marque. Alors, vous avez parlé de vos ambitions en termes de développement avec ces 30 millions à l'horizon 2030. Ça, c'était pas possible avec 2 marques. C'est toujours plus simple quand on fusionne et qu'on y va avec une seule entité ? Oui, parce que pour les clients, d'abord, c'est plus simple parce que vous pouvez offrir beaucoup plus de choses. En réalité, vous pouvez concentrer vos investissements sur une seule marque. Donc, à la fois en termes de communication, c'est un formidable levier. Ouais. Et puis, forcément, en fait, la marque est connue, donc le client est habitué. Et donc, du coup, il sera plus enclin aussi à pouvoir partir potentiellement sur de nouvelles destinations parce que, au fond, c'est le train et l'expérience qu'il connaît. D'accord. Alors, si on parle des choses qui changent, il y a l'entité visuelle. J'imagine que c'est le petit pins que vous avez là. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? Alors, ce que ça raconte, c'est... comme on l'a dit, c'était un mariage. Donc, certes, on utilisait le mot Eurostar, mais il fallait qu'on bâtisse une nouvelle identité de marque qui reflète à la fois l'héritage d'Eurostar, mais aussi de Thalys, et puis toutes nos ambitions. Et donc, on a fait 2 choses. D'abord, on a interrogé les clients de Thalys et d'Eurostar pour savoir un petit peu la vision qu'ils avaient de nos 2 marques. Et la deuxième chose, c'est on a ouvert nos bouquins d'histoire, on a regardé nos archives, et en faisant ça, on a découvert 2 choses. Première chose, on a découvert que le premier train dans les années 20 qui faisait la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam, donc l'une des lignes phares aujourd'hui de Thalys, s'appelait l'Étoile du Nord. The North Star, et c'était même écrit en anglais sur les affiches. Et puis, ce train, progressivement, est devenu le Trans-Europe Express, très beau symbole aussi pour nous. Et on s'est dit, c'est quand même formidable, parce qu'à l'origine de l'histoire des 2 entreprises, il y a ce symbole, l'étoile. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'étoile dans le symbole d'Eurostar. Donc, on s'est dit, on va créer une étoile, une nouvelle, une étoile unique, c'est celle-ci. Et comment on l'a créée ? Aussi en écoutant nos clients qui nous ont dit, notamment les plus jeunes, nous, quand on écrit, quand on fait un petit texto, on dit « je suis à bord de l'Eurostar », ils écrivent très rapidement, donc ils écrivent « E étoile ».
Donc, D'accord. on s'est dit, on va combiner le E, Ouais, et on ouais. a combiné le E et l'étoile, et on a créé du coup ce symbole, qui est le nouveau symbole de la nouvelle famille Eurostar et du nouveau groupe Eurostar, et donc qui sera déployé à partir de la fin de l'année. Ça, c'est ce qui change sur le plan, on va dire, marketing. Sur le plan de l'utilisateur, du voyageur, qu'est-ce qui va changer? Alors, ça va changer en 2 étapes. Fin de l'année, on va lancer une nouvelle expérience digitale. Donc, c'est-à-dire un site internet unique, une app unique et un programme aussi de fidélité unique. Donc là, c'est 5 pays, et 32 destinations. Donc, désormais, nos clients, les clients de Thalys et d'Eurostar, auront un petit peu l'Europe du Nord, en tout cas, à portée de main, et pourront utiliser leurs points et sur l'ensemble de ce réseau. D'accord. Et puis, ils auront une nouvelle expérience digitale qui sera, du coup, le moment où on lancera la nouvelle marque. Puis, deuxième étape, 2024, nouvelle expérience à bord de nos trains et en gare, avec le lancement de la nouvelle offre commerciale, qui sera la nouvelle offre commerciale de cette nouvelle entreprise, de ce nouvel Eurostar. D'accord. En termes de synergie, vous attendez quoi? Parce que je crois que les schémas de fonctionnement des 2 trains sont complètement différents. C'est vrai, et on attend principalement quand même du développement, mais évidemment on fait des synergies en réalisant cette opération. Synergie de coût, synergie de revenus. Synergie de coût, c'est très simple, c'est en fait tous nos systèmes de distribution, tous nos systèmes de réservation, tous nos systèmes IT qui représentent un coût extrêmement important pour l'entreprise. Et en les fusionnant, on diminue drastiquement nos coûts. Et puis, en termes de revenus, effectivement, nos trains, le ferroviaire n'a pas été vraiment pensé pour l'international. Donc, en gros, les trains rouges de Thalys ne peuvent pas passer sous le tunnel. En revanche, Pour des questions techniques. Pour des questions techniques. En fait, réglementaires. Et réglementaires, tous les réseaux ferroviaires ont été construits et imaginés sur une base nationale. Et donc, un Thalys ou un Eurostar, en fait, c'est une petite prouesse technique. Il faut quasiment plus d'une dizaine de systèmes de signalisation, plusieurs systèmes d'électrification. Donc, le conducteur doit savoir parler plusieurs langues. Donc, c'est assez complexe. En revanche, effectivement, j'en reviens à notre histoire de train, les trains bleus, eux, ils peuvent rouler sur le territoire rouge. Et donc, en mettant en commun notre flotte, on peut aussi augmenter le nombre de fréquences, notamment sur toute la partie continentale. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, si Thalys n'est pas capable de traverser le tunnel, en revanche, rien n'empêche l'Eurostar d'aller sur les territoires de Thalys. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Eurostar rejoint déjà Amsterdam et rejoint déjà Bruxelles. D'accord, très bien. En termes de tarifs, qu'est-ce que ça peut changer pour vos utilisateurs? Parce que vous me parlez d'une nouvelle offre commerciale. Est-ce que ça va avoir une incidence? D'abord, c'est beaucoup de promos et de petits prix. Ça a commencé dès novembre dernier. On a eu notre première offre, notre promotion conjointe, 29 € sur l'ensemble de nos lignes. On a eu un deuxième moment pour la Saint-Valentin avec un code promo. Et donc, on veut continuer à avoir ces activités promotionnelles, pouvoir faire des promotions sur l'ensemble du réseau et donc pouvoir offrir beaucoup plus de petits prix à nos clients dans les années qui viennent. Vous allez rester sur votre zone géographique ou le développement, parce qu'en même temps vous me dites c'est compliqué le ferroviaire à l'échelle internationale, ou est-ce que le développement de quand même cette nouvelle marque va aller un peu plus loin que les frontières actuelles? Alors, tout est ouvert. Aujourd'hui, on est dans 5 pays. Donc, France, évidemment. Grande-Bretagne, ça tout le monde le sait. Belgique, tout le monde le sait. Amsterdam, parfois on l'oublie, mais pourtant c'est un grand marché de développement. Et aussi l'Allemagne, puisque Thalys va en Allemagne. Donc 5 pays, 32 destinations. Donc la question, évidemment, c'est est-ce que demain on rejoint de nouvelles destinations? C'est quelque chose qu'on va étudier, qu'on va regarder. En tout cas, la demande pour une mobilité durable, grande vitesse, longue distance en Europe, elle est là. Donc notre but, c'est évidemment d'y répondre. Ok. On va peut-être terminer juste par un mot autour du Brexit et de ses conséquences sur le trafic de l'Eurostar. Est-ce que le fonctionnement aujourd'hui de l'Eurostar est toujours un peu perturbé par les conséquences du Brexit, c'est-à-dire le retour des douanes notamment? Alors, le Brexit, ce qui n'a pas changé, c'est le souhait des gens de voyager, en fait. Ça, c'est juste parce que parfois, on nous pose la question. Donc, nos amis, ça freine pas les ardeurs, nos amis de France ont tous envie autant de voyager et de se déplacer. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que du fait du Brexit et de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, on se retrouve dans une situation où il y a un contrôle qui est renforcé dans les gares, en fait, d'Eurostar. Ça prend plus de temps et donc aujourd'hui, on est capable de passer moins de passagers qu'on était capable d'en passer avant. Mais on travaille avec les autorités dans les différents pays pour
essayer évidemment d'améliorer et de libérer ce goulot d'étranglement parce que, encore une fois, cette demande et cet appétit pour voyager, il est présent. Vous pensez que ça va se réguler à partir de quelle échéance ? Vous voulez dire ce goulot d'étranglement, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà un moment. Ça fait un moment, concrètement, ça évolue, donc c'est une bonne chose. Il faut encore faire plus et on est en contact en permanence. La difficulté, c'est que c'est évidemment pas nous qui avons la main et qu'il y a aussi des enjeux de sécurité qui doivent être pris évidemment en compte. Mais en tout cas, nous, notre but avec les autorités, que ça soit côté France, côté Londres, côté Belgique et côté Pays-Bas, c'est d'arriver à travailler là-dessus et à pouvoir de plus en plus faire passer un maximum de passagers. Vous pouvez nous rappeler pour finir les grandes étapes donc, du déploiement de cette nouvelle marque ? Oui, donc fin d'année, disparition de la marque Thalys et apparition de ce nouvel Eurostar avec cette nouvelle identité de marque. Et à ce moment-là, nouveau site internet, nouvelle offre digitale et nouveau programme de fidélité. Qui fonctionnera tout de suite, pas comme ce qu'on a pu connaître avec la SNCF ? En tout cas, nos équipes travaillent là-dessus et le but, évidemment, c'est que pour nous, ça soit un grand succès parce que c'est un moment extrêmement important pour l'entreprise et puis c'est un moment important aussi pour les clients. Donc, c'est un rendez-vous qu'on ne veut pas louper. Merci beaucoup Mathieu Quiolet. Je rappelle que vous êtes directeur de l'intégration et du développement des affaires chez Eurostar. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous pouvez la retrouver en replay sur notre site internet bismart.fr, en podcast sur toutes vos plateformes. Lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier qui revient de vacances. Et puis nous, on se retrouve bien évidemment vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.